J'aimerais, avant de commencer, vous remercier d'être en notre compagnie ce matin. Thank you very much for being with us today, Your Excellencies. Nous sommes vraiment impatients d'entendre vos réflexions sur les initiatives économiques transformatrices que vous avez mises en cours dans vos pays respectifs. Et permettez-moi de tout d'abord commencer avec vous, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, en tant que pays hôte. Et nous sommes ravis, n'est-ce pas, d'être dans cette belle terre ivoirienne. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Est-ce que vous êtes bien installé ? Je pense. Je vais vérifier que les micros marchent. C'est parfait. Parfait, merci beaucoup. Alors, Monsieur le Premier ministre, la Côte d'Ivoire, votre pays, a réalisé des progrès économiques et sociaux remarquables au cours des 12 dernières années, se transformant, il faut quand même le souligner, en l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Afrique, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, du numérique et de la diversification économique. En tant que pays hôte de cet événement, vous montrez véritablement l'exemple à suivre pour d'autres sur le continent. Alors, j'aimerais vous poser comme question ce matin, quels sont selon vous les principaux défis et opportunités pour la croissance future de notre continent et comment l'IDA peut-elle mieux soutenir ces priorités afin de créer davantage d'exemples positifs, des exemples de réussite comme celle de la Côte d'Ivoire ? Merci pour cette question. Je ne sais pas si on m'entend. Alors, je pense qu'il faut augmenter le niveau, s'il vous plaît, au niveau de la régie. Merci pour la question. Au titre de la Côte d'Ivoire... N'hésitez pas à vous rapprocher peut-être du micro ou le tirer vers vous. Voilà. Parfait, je pense. Alors, au titre de la Côte d'Ivoire, la géographie du mécanisme de développement s'est appuyée sur une architecture que je vais décrire et qui comprend d'abord une vision du président de la République, le président Alassane Ouattara. Et cette vision a été soutenue par des objectifs. Et les objectifs ont été encadrés par des méthodes. La vision du président Alassane Ouattara, c'était de donner à la Côte d'Ivoire de revenir au plan international sur les potentialités qui étaient les siennes avant la crise que nous avons connue dans les années 2000. Et il visait aussi à donner à la Côte d'Ivoire de reprendre le rang qui était le sien dans l'économie de la sous-région et dans l'économie africaine. Et enfin, il voulait rendre aux Ivoiriens leur fierté, parce que les Ivoiriens ont eu l'habitude, dans les années où le président Houphouët était au pouvoir, d'avoir une identité reconnue du monde entier. Au-delà de cette vision, il a mis en place des objectifs qu'il fallait atteindre. Le premier objectif, c'est de permettre au pays de retrouver du dynamisme économique en renforçant tous les dispositifs qui pouvaient permettre d'améliorer les recettes locales, de faire appel au secteur privé pour les investissements de tous ordres et surtout aussi de créer la croissance en vue d'un meilleur partage des richesses. Croissance et partage des richesses. Et pour arriver à cela, il a mis en place une méthodologie qui s'est appuyée sur des vecteurs bien identifiés. Le premier vecteur, c'est de permettre qu'on diagnostique la situation qui prévalait en Côte d'Ivoire après la crise des années 2000. Un diagnostic. Ensuite, on a mis en évidence les forces, les faiblesses
et ce qu'il fallait continuer de renforcer pour que la Côte d'Ivoire retrouve tout son rayonnement. Et sur cette base, la méthode la plus utilisée a consisté à identifier les urgences. Donc, après le diagnostic, on a mis en évidence les urgences et la Côte d'Ivoire s'est dotée de ce qu'on appelle le programme social du gouvernement, le PSGouv, qui a permis d'aller dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour voir les points de faiblesse à corriger, les points à renforcer et les innovations qu'il fallait apporter pour que le pays retrouve un peu de splendeur. Donc, le PSGouv. Ensuite, pour accompagner le PSGouv, il a identifié qu'il fallait déterminer des programmes. Programme national de développement, le PND, qui a été décomposé en tranches de 4-5 ans. Et dans ce PND, on a mis en évidence les potentialités des régions et tous les investissements qu'il fallait réaliser en vue de permettre que la cohésion d'ensemble profite à la nation entière. En dehors des PND, nous avons développé ce que nous pouvons appeler la résilience économique en nous appuyant sur nos richesses locales, les impôts, la fiscalité intérieure, la fiscalité de porte et la collaboration, le partenariat avec les institutions internationales en établissant une confiance très accrue entre la communauté internationale et la Côte d'Ivoire et les pays amis, et de sorte à ce que cela puisse accompagner les activités de développement de la Côte d'Ivoire. Donc, quand cela a été mis en place, nous pouvons alors vous donner quelques chiffres pour montrer que la vision, les objectifs et la méthode utilisée ont donné des résultats que je vais vous exposer maintenant. Et premièrement, on peut dire qu'au titre des budgets, le budget de la Côte d'Ivoire est passé de 2010 à un niveau de 3 055 milliards de francs. En 2024, nous avons atteint le niveau de 13 720 milliards de francs CFA. Au titre des recettes de la Direction générale des impôts, nous sommes passés de 944 milliards de francs en 2010 à 3 692 milliards en 2024. Au titre des recettes des douanes, nous sommes passés de 882 milliards à 2 485 milliards. Au titre des infrastructures routières, nous sommes passés de 6 400 km de routes bitumées à 8 100 km de routes bitumées. Au titre des autoroutes, de 120 km à 350 km d'autoroutes. Au titre du développement de l'éducation, pour donner juste un exemple, nous avions en 2010-2011 près de 12 000 classes et en 2024, nous sommes arrivés à 36 500 classes. Au titre de l'énergie, nous avons pratiquement doublé nos capacités énergétiques et au titre de la santé, pour prendre en charge les conditions sociales et sanitaires de la population, la Côte d'Ivoire a réalisé de nombreux investissements pour des établissements de santé de premier contact. Nous en avons construit près de 728 et réhabilité près de 595 établissements. Alors, sur cette base, tous les paramètres budgétaires ont bougé. Le taux d'inflation a été maîtrisé, le taux de croissance était en moyenne de 7-8% de 2011 à 2019. À cause de la Covid, on a reculé un tout petit peu, mais on a repris très rapidement. Et cette année, en fin d'année, nous serons à près de 6,3% de croissance, peut-être légèrement plus, peut-être légèrement moins le temps qu'on ait l'économie réelle. Et dans les années à venir, le taux de croissance va se situer aux environs de 6 à 7%. Et ça, nous avons fait les calculs avec nos amis de FMI et il y a une convergence de points de vue. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui a été notre chance, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui avait une vision, des objectifs
et une méthodologie. Et cette méthodologie a permis que nous mettions en place des programmes spéciaux pour les jeunes, que nous avons appelés le PJGouv, et pour donner un schéma très simplifié. Dans ce PJGouv, on a identifié qu'on mettait en place 1 milliard de francs tous les jours à la disposition des jeunes pour leur développement. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Et j'aime beaucoup la notion que vous avez soulignée de faire un diagnostic avant d'avancer, parce que pour vraiment faire des progrès, il faut bien connaître les défis et bien les comprendre. Merci beaucoup pour votre contribution ce matin. Allow me to switch to English now to address you, Your Excellency, Mr. the President of Sierra Leone. Fragility remains a significant challenge for many nations, and Sierra Leone, your country, has faced such challenges before, but recovery is ongoing. How do you view the role of the international community in supporting fragile states through cycles of instability and recovery? And also, what type of assistance is most crucial during these phases? And of course, which role can IDA play to help these nations? Thank you, Madam, for... I think we might still have an issue with the mics. Thank you very much, Madam Moderator. First, I want to use this opportunity to express my gratitude to His Excellency President Ouattara, the government and people of Côte d'Ivoire, and also to the President of the World Bank Group, Ajay Banga, and the Bridgewater Associates, and also Global Citizens for putting this together. The hospitality, the idea of coming together to this assembly to discuss critical issues relating to the economies of African nations or low-income countries. Of course, we continue to grapple with the effects, the lingering effects of COVID-19, although it is far behind us. We also have serious infrastructure gaps that continue to hinder our growth. We have a youth bulge in Africa and in Sierra Leone in particular that is not skilled at all. And we have tension, geopolitical tension around the world, and different things going on that have a ripple effect on what we do, especially in weaker economies or low-income countries. We have been making tremendous effort to come out of the effects of the COVID-19, especially with our economy. We moved from about 9% inflation rate to about nearly 55. We have been fighting to bring that down, and we are now in the low 20s at the moment. We've had serious foreign exchange challenges, and of course, price inflation. These are some of the challenges we face, and these have been exacerbated by what has become known as climate change. We have been talking about this, but climate change is real, it is here, and in as much as we in Africa, and Sierra Leone in particular, are not contributing very much to the global carbon emission, but we are disproportionately suffering from the effects of that. I'm stating all of this because I want to create a context against which we are here to, if I can quote the words of Ajay Banga, to make noise for a strong IDA replenishment. We think, I believe, IDA replenishment or IDA has been a lifeline for some of us, the low-income countries. We are making efforts, but our efforts are not enough. And with these
litany of challenges I've just highlighted, the fiscal margin can be very tight, making it virtually impossible to embark on any capital development. So we are here because we need this lifeline when we are challenged. We are here because of the concessional rate that is given by IDA. And that has helped us. It is not enough, of course, for our development programs, but it comes in handy and timely, especially when we are challenged. So with all of this, what we have done in Sierra Leone, for instance, with IDA support, we have embarked on education. The World Bank leader was right to say, as leaders, we have several things to do, but you have to be intentional and purposeful in choosing what you have to embark on. In my first term, we embarked on education. Education is a universal tool. Education is important for personal and national development. Education supports all the SDGs. So we embarked on education. And to be able to do so, a lot of people in Sierra Leone, we are unable to go to school, kids, because their parents cannot afford a mere $20. We declared free education for every child at the primary and basic education. So we pay for their school fees, we buy core textbooks, we pay for also textbooks to be used by the teachers. We provide school feeding for them, some amount of support for transportation, and we pay for transition exams because some of them study, and when it's time to take the exam, they don't have the amount to pay, and therefore they cannot take the exam. And all of these obstacles that we think that the state should undertake in order to make education accessible to every child born in Sierra Leone. Even at the height of COVID, we committed 22% of national budget to education. That has a tremendous effect. Today, we have over 1 million kids that have gone to school, new learners, and we are happy that nutrition has improved because we are providing school feeding for them right across the country, and also providing core textbooks. And in support, my wife, the First Lady, also has come to the support of the women, the girls in particular, providing them sanitary pads because they lose so many amounts of days every month just because they don't have the appropriate sanitary facility, and they don't want to go to school in that state. So now, with the support of government, she is providing sanitary pad for all the kids and campaigning also for the girl child. Thank you. For the first time in the history of our nearly 200 years university, because of our STEM program, we've had more girls applying for engineering than at any other time in the nearly 200 years of our school. Thank you very much, Mr. President. And the girls are doing extremely well. Let me make this one before, because as we help everybody, we are very particular about women in Sierra Leone. So, and of course, to have women of substance, you must help the girl child. You must nurture them. You must support them. We must not leave them behind. And that is why, to be involved in inclusive development, the girl child who have been disadvantaged for a very long time, we must take them along. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Thank you so much for putting the emphasis on the role of education, especially when we know that our continent is the youngest in the world. The future is for our young people, and it's also for our young girls, indeed. And I would just like to mention very quickly this African proverb, which I really love, that says that for a bird to fly, it needs
both his wings. And for us to thrive, we need both men and women. So thank you very much for talking about gender parity, Mr. President. You mentioned as well geopolitical tensions, and I think that this is my perfect transition to go to you, Madame la Première ministre du Togo, car le golfe de Guinée, où se situe votre pays, le Togo, eh bien, est touché de plein fouet par les conséquences de l'instabilité croissante dans la région du Sahel, avec des problèmes tels que l'extrémisme, la criminalité transfrontalière, les déplacements qui menacent de se propager vers le sud. Eh bien, face à cela, votre pays a développé une stratégie de prévention proactive pour faire face à ces risques de fragilité. Et d'ailleurs, il faut mentionner que le Togo est le tout premier pays à recevoir une dérogation pour accéder à l'allocation pour la prévention et la résilience de l'IDA. Alors, j'aimerais vous demander, Madame la Première ministre, compte tenu de ces circonstances qui sont assez uniques, quel est votre message pour tous les représentants de l'IDA alors qu'ils entament les discussions pour l'IDA 21 ? Également, l'IDA, d'après vous, devrait-elle revoir ses critères d'accès à l'allocation de prévention pour inclure davantage de pays, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, Madame. Je voudrais tout d'abord transmettre la gratitude et les vifs remerciements du chef de l'État togolais, son Excellence Faure Issa Gnassingbé, pour l'invitation adressée à notre pays et saluer le fort engagement de l'IDA aux côtés de nos pays. Pour revenir à votre question, je vais essayer de trouver un juste équilibre entre les défis et les solutions en faisant trois remarques. La première remarque, c'est sur la sécurité et la stabilité. Nous savons tous que sans paix, il peut y avoir de développement ni de prospérité. Et aussi, l'absence de développement économique est un des piliers de l'insécurité. Aujourd'hui, il est également établi que la paix ne peut se construire uniquement avec des moyens militaires. Il nous faut donc nous attaquer aux causes profondes de l'insécurité, c'est-à-dire la pauvreté, les inégalités et l'exclusion. Nous pensons que nous devons proposer des boucliers de développement face à la montée des groupes armés et combiner des corridors d'infrastructures sécurisées avec des plateformes de coopération locales. Et donc, plus concrètement, dans les zones fragiles, les zones frontalières qui sont vulnérables, il nous faut davantage financer des projets à faible coût, c'est-à-dire investir dans des infrastructures locales, financer des aménagements agricoles, la maîtrise de l'eau, assurer la bonne gestion de la transhumance et financer surtout des initiatives d'entrepreneuriat pour les jeunes, parce que les jeunes constituent la proie facile pour des groupes armés. Donc, des investissements pour des financements des initiatives d'entrepreneuriat pour les jeunes. Nous avons compris au Togo qu'il fallait très tôt développer un programme d'urgence pour la résilience et le renforcement de la sécurité dans les communautés qui sont touchées par la menace sécuritaire. Et c'est des programmes que nous avons lancés sur la base des besoins qui sont exprimés par les populations elles-mêmes dans une approche participative et qui portent notamment sur l'accélération pour des réponses aux besoins sociaux, notamment la santé, l'éducation, le désenclavement des communautés, etc. Mais aussi le renforcement des capacités des populations à se prendre en charge. Parce que pour nous, la clé, c'est de rendre les populations responsables de leur propre développement, les femmes et les jeunes y compris. Et l'autre composante de ce programme, c'est renforcer la présence de l'État dans toutes les localités de notre pays, notamment la justice, la sécurité, l'administration du territoire. Et c'est un programme qui a produit des résultats édifiants. Nous avons accéléré l'atteinte de nos objectifs dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'énergie et de l'eau. Et c'est également un programme qui se met en œuvre déjà depuis près de 3 ans
avec un autre programme en partenariat avec la Banque mondiale. C'est un programme régional qui permet de renforcer la cohésion sociale face à toute cette insécurité. Les deux programmes améliorent considérablement donc, les indicateurs sociaux dans les zones. Mais ce que nous devons faire ressortir ici, c'est que ça renforce l'inclusion et la cohésion sociale. C'est un élément très important pour nous. Nous pensons qu'il faut absolument renforcer le financement de l'IDA, dans le financement des institutions qui interviennent dans le financement communautaire et surtout la coordination. Ma deuxième remarque porte sur l'énergie. Pourquoi l'énergie? C'est que l'Afrique a des ressources solaires et hydrauliques immenses. Et l'Afrique peut devenir un leader mondial en matière de production et de distribution des énergies renouvelables. Nous pensons aussi que les investissements dans les énergies propres constituent un levier majeur pour l'industrialisation dans nos pays. Malheureusement, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Donc, pour nous, l'énergie doit constituer une priorité dans nos stratégies de développement. Et nous pensons qu'il faut développer des solutions énergétiques décentralisées, notamment la mise en place des mini-réseaux solaires, ou aussi des centres énergétiques ruraux pour allier la production locale et la formation. Ceci va agir sur la productivité locale et créer des emplois verts pour notre jeunesse. La troisième remarque porte sur comment valoriser le capital humain. Et quand nous parlons de capital humain, c'est la jeunesse. Notre atout le plus précieux, c'est la jeunesse. Nous devons tout faire pour outiller cette jeunesse-là, l'éduquer et lui donner certaines valeurs. Et pour nous, c'est important, c'est tellement important. Et quand nous parlons de jeunesse, nous devons également penser à l'innovation. Comment faire en sorte que cette jeunesse ait accès à des technologies nouvelles, à des services numériques. Donc, pour nous, c'est important. Et en résumé, nous pensons que nous devons avoir une vision équilibrée, concertée, et surtout investir dans la paix, investir dans l'énergie et investir dans le capital humain. Ceci constituera une base solide pour une Afrique qui est beaucoup plus inclusive, une Afrique beaucoup plus prospère et beaucoup plus durable. Et donc, le Togo veut plaider pour une forte mobilisation de l'IDA, justement pour faire face à ces priorités, surtout que nous pensons que cette rencontre est une rencontre de l'urgence et de l'ambition. Urgence face au tarissement des financements privés vers des pays à revenus faibles, mais aussi face au choc engendré par les différentes crises, notamment climatiques, sécuritaires. Ambition au regard de l'amélioration nécessaire des infrastructures, mais surtout de la rapide transformation structurelle de nos économies. Et nous pensons réellement que nous devons également revoir les procédures pour les financements, pour que les financements soient beaucoup plus cohérents avec nos réalités, les réalités locales, et surtout avec nos priorités stratégiques. Voilà ce que je voudrais partager avec vous comme remarque. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Et effectivement, il y a urgence. Il y a urgence, comme cela a été mentionné, nous sommes ici pour faire un maximum de bruit, pour amplifier toutes nos voix, et puis surtout, comme certains d'entre vous l'ont déjà mentionné, essayer de créer le meilleur avenir possible pour notre jeunesse, puisqu'ils sont le futur. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Maintenant, voyons un petit peu l'État dans certains petits États, notamment, on va revenir un petit peu sur la question des challenges en termes de climat.
Et permettez-moi de me tourner vers vous, Monsieur le Président de la Guinée-Bissau. Les petits États, il faut quand même le mentionner, sont une priorité de l'ensemble du groupe de la Banque mondiale, y compris l'IDA. Des pays comme le vôtre, la Guinée-Bissau, font face à des défis qui sont assez uniques. Étant originaire du Cap-Vert, je sais de quoi je parle, et des défis particulièrement en matière d'adaptation au changement climatique, mais aussi à l'accès au financement concessionnel. Le groupe de la Banque mondiale a depuis longtemps reconnu ses besoins en initiant le Forum des petits États comme une plateforme essentielle pour un dialogue de haut niveau sur les besoins de développement spécifiques de ces petits États. Alors, je sais que vous parlez parfaitement le français, mas permite-me de fazer a minha pergunta em nossa língua portuguesa. Como representante, senhor presidente, desses pequenos estados, como você vê o papel da AID em garantir que essas nações recebam o apoio necessário, especialmente na obtenção de recursos financeiros para se adaptarem aos desafios climáticos e promoverem um desenvolvimento sustentável? Muito obrigado, senhora. Não sei, porque nós já deixamos de dizer pequenos estados. Os estados são iguais, não é? Independentemente de serem pobres ou ricos, os estados são, não há pequenos estados, há estados. Je ne sais pas si vous entendez bien, Monsieur le Président, dans l'audience. Peut-être... será que seria melhor? Muito obrigada, Senhor Presidente. Não, estava a dizer muito obrigada, senhora, porque não há estados pequenos, há só estados, não é? Independentemente de ser um outro estado pobre ou rico, os estados são iguais. Mas para responder à sua pergunta, à sua questão, a Guiné-Bissau tem sido tocado com a mudança climática. Como sabe que a Guiné-Bissau é um país que a maioria a parte continental e a parte insular, e hoje vê-se muito a mudança climática, não é? Mas, voltando no que disse, nós, com o Banco Mundial, quando herdei o país em 2020, tínhamos grandes desafios. Até, tanto, não tínhamos programa com o Fundo Monetário Internacional, e, nomeadamente, Banco Mundial. E até hoje estamos a trabalhar para obtermos o financiamento do Banco Mundial, mas já há critérios que nós estamos, meta definida pelo Banco Mundial, não é? E o que nós estamos a trabalhar em concertação com o Banco Mundial. E a Guiné-Bissau, neste momento, temos programa com o Fundo Monetário Internacional, mas sim, como sabe, o país é jovem. O país é jovem, não é? E temos país jovem, e por isso que nós temos que investir mais na nossa juventude e capacitar mais a nossa juventude. E, sobretudo, a classe feminina. A classe feminina, como sabe, que nós tivemos uma luta de libertação onde participaram muitas mulheres e afirmaram-se muitas mulheres, não é? E até hoje vê-se essa dinâmica da classe feminina. É por isso que nós já tivemos até presidentes por interino, mulheres, não é? Presidente da Assembleia, ministros de Defesa, em todas as pastas da soberania. E por isso que nós estamos a solicitar de uma forma mais suave, não é? As demandas do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Porque senão os nossos países estão precários. Se eles impõem critérios que impõem os outros países, assim vamos ter a instabilidade sociopolítica. E eu penso que é importante uma concertação com os nossos parceiros do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional para podermos, de facto, estabilizar todos os países que têm desafios, não é, econômicos. Muito obrigado. Muito obrigada, Senhor Presidente. Et vous avez notamment mentionné les fabuleuses femmes qui ont lutté por les indépendances, as mulheres fortes africanas. E realmente acho que é uma coisa que temos aqui no nosso continente. Temos mulheres de força e temos também que ajudá-las a conseguir a ter um futuro melhor. Muito obrigada, Senhor Presidente. So, last but certainly not least, allow me to turn to you, Mr. Prime Minister of Rwanda. So your country has truly emerged from a challenging past to become one of Africa's success stories, showcasing rapid growth and innovation.
IDA has played a role in your trajectory. How do you envision IDA's continued support and help replicate the model of Rwanda across the continent? Also, I would like to ask you, how can IDA create the space for the private sector to play a role in ensuring that more African countries are able to follow in Rwanda's footsteps? Thank you so much, moderator. Before I start, maybe I respond to a question. I want to say what brought us here. It's IDA replenishment, IDA 21. And my message today, because we came here for, came with a purpose, is that replenishment. And I want to say that we really we need a strong IDA 21 replenishment, not only to keep on track our development journey, but also to deal with different shocks, which are mostly caused by not us, caused by others, and are imposed on us. So we need real IDA replenishment. We need it as a strong IDA replenishment 21, and that is really our message today. When we talk about IDA as an instrument, sometimes we think that it's just for developing countries. I think we should understand that IDA, it's a tool for keeping developing countries in a global value chain. Otherwise, that global chain will be disturbed, and which is not going to be good for both developing countries and developed countries. So we need really to understand that IDA is a tool to keep either countries or developing countries in global value chains, and that has a positive impact on both developed countries and developing countries. What we have done in Rwanda is we have been partnering with World Bank through IDA window, and we have achieved a lot with them. But the good thing with IDA, as we always say and we know, is that the concessionality of IDA, that's something very good, very, very impactful for us, for developing countries. It's a concessional financing. Number two is that IDA programs, they always try, World Bank always tries to be to fit in our national programs, which means we have our national programs, but World Bank comes in and funds those programs. They don't initiate something new, but they come and fit in our national program. That's something very positive. So what we have done with IDA money, we have been investing together with World Bank in different sectors. The first one being energy sector, because we knew that with energy, you can have an impact on other different sectors, be it social sector or economic production. So there is that figure everyone knows, maybe most of you know about the electricity connectivity in Rwanda, which was at a rate of 6% in 2009, and now have reached 78% today of connected household to electricity. And now we have connected household, but also we have connected the industries and other public buildings. So that's something which has a very positive impact. I've seen it because of electricity. You can see the poverty reduction because some activities which generate revenue for people have been initiated in different parts of the country. Number two, in terms of investment from IDA, is the human capital development. With IDA money, the government of Rwanda has been investing heavily in education at all levels, from the early childhood programs to higher learning institutions. And the most recent project we had with World Bank was a project because we wanted to reduce the distance between homes and schools, because our kids were doing a lot of, a long distance to go to school. And we used to have suffer from overcrowding in schools. And we had that big project of, it was a 200 million project, but we were able to build 22,000 classrooms over 9 months with IDA money. And that means it's not only money, but also there's that good cooperation between the government of Rwanda and World Bank. So we were able to work together and to achieve what we want to achieve. IDA money also has been invested in Rwanda in the health sector. And we have achieved a lot of results. And one of the examples I can give you is that over only 5 years, we were able to build 5 modern hospitals across the countries, in addition to what we had before. So what I want to say is that IDA funding has a big impact in our countries
and we want to have a strong IDA 21 replenishment. I thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Prime Minister. And thank you very much as well for reminding why we are here today. We're really here with a purpose. And the purpose is to speak in favor of a strong IDA replenishment. I think you've made that very, very clear. I would like to thank you all for being with us today, sharing your experiences, sharing your challenges, but especially the amazing things that you have been able to achieve in your respective countries. So thank you very much once again, Madame la Première Ministre du Togo, Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, encore une fois, merci de nous accueillir dans votre beau pays. Monsieur le Président de la Sierra Leone, également Monsieur le Président de la Guinée-Bissau et Monsieur le Premier ministre du Rwanda. Big round of applause, I think, for them. Et j'aimerais conclure cette discussion with yet another proverb, which is, if you want to go fast, you'll know it, go alone. If you want to go far, go together. And I think that this event and this panel really shows that we need to get together to achieve our objectives. Merci beaucoup. Merci également à vous dans l'audience.